Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Louis Cotreil-Régaille, le président du Parti travailliste. Bonjour. Bonjour Madame Noire et bonjour aux auditeurs de Radio Rythme Bleu. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours après votre 10e congrès, le 10e congrès du Parti travailliste, c'était samedi. Vous avez été réélu président. Il n'y a pas vraiment eu de suspense. Alors, on a envie de vous demander, est-ce qu'il y a une contestation, il y a une relève, il y a une concurrence ou vous êtes président inamovible du Parti travailliste? À l'intérieur du parti, il y a des débats. Il y a de fortes contestations parfois. Et malgré ces contestations, j'ai eu la surprise à chaque élection de voir qu'un seul candidat. Les candidats sont présentés par les comités communaux. Le comité communal dont je suis issu, c'est-à-dire l'IFO-TIGA, me propose à chaque élection, à chaque congrès. Et finalement, je suis le seul candidat. Et donc toujours élu à l'unanimité. Et comme je l'ai indiqué à la fin de ce 10e congrès, c'est un grand honneur d'avoir cette confiance des militants. Même si des fois, tout le monde n'est pas d'accord avec toutes les décisions qui sont prises. Mais je pense que dans cette période... avec l'expérience politique que j'ai, le fait d'avoir été aussi signataire des accords, quelque part les gens se reposent sur cette expérience pour être le représentant du parti dans les instances, au niveau des médias. Donc je pense que ça contribue à ce que je sois réélu. Et puis je sais pas, un jour peut-être qu'ils décideront de m'arrêter, ou moi je déciderai d'arrêter parce que voilà, on avance en âge aussi. Mais ça devient de plus en plus rare dans tous les partis aujourd'hui. Il y a une contestation des autorités, il y a un changement générationnel, il y a un remplacement. Donc vous êtes un petit peu une exception là aujourd'hui. Oui, je le reconnais, mais c'est aussi parce que je m'efforce d'être dans la ligne de ce que souhaitent les militants de mon parti. Voilà, je crois que ça c'est quand même important. Ce qui nous distingue, ce qui me distingue dans mes propos, dans mes prises de position d'autres dirigeants indépendantistes. Et ça, les militants le reconnaissent et accordent cette confiance. Alors justement, dans votre discours d'ouverture de ce 10e congrès, vous êtes revenu notamment sur les résultats du premier référendum, celui du 4 novembre 2018, et vous dites que c'est un échec des indépendantistes. Vous êtes pratiquement le seul indépendantiste à dire ça. Oui, parce que, et je réitère ce propos, c'est un échec au résultat. C'est un échec du résultat. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, et je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, c'est que l'accord de Nouméa débloque un corps électoral qui avait été figé en 88. Pour celui de novembre 88 qui devait se prononcer en novembre 98, souvenez-vous, au terme des 10 ans des premiers accords. L'accord de Nouméa, comme je viens de dire, débloque ça. Et l'accord de Nouméa prévoit un certain nombre de critères, de possibilités d'inscription, etc. À différents comités des signataires, on a vu des concessions qui ont été faites par les signataires. Moi, je suis un signataire des premiers accords, mais je suis pas signataire de Nouméa. Et on a constaté, moi j'ai constaté en étant présent à quelques comités des signataires, sur ces concessions sur lesquelles j'étais pas d'accord. Et donc, on s'est retrouvé avec un corps électoral qui n'était pas conforme à un véritable scrutin d'autodétermination. Tout le monde peut le voir, il y a 197 000 électeurs, il y a 97 000 non colonisés, 80 000 colonisés, 177 000 électeurs, pardon. Donc, il y a un rapport a priori défavorable, alors que le droit à l'autodétermination appartient au peuple colonisé. En fait, cet accord électoral qui est quand même accepté par l'ONU aujourd'hui. Ici, nous avons accepté la reconnaissance des victimes de l'histoire. Et ce corps électoral, il est reconnu parce qu'il y a eu l'accord de Nouméa. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être pour ça aussi que les militants, ils me gardent leur confiance, parce que il faut rester logique avec ce qu'on fait, il faut rester dans la continuité de ce qu'on fait.
Ça veut pas dire qu'on est fermé à toute évolution. Hein. À partir du moment qu'on signe les accords, c'est une ouverture vers l'autre. Et nous avons été les premiers à le faire. Ceux qui ont fait l'accord de Nouméa après, c'était beaucoup plus facile. Mais faire les premiers accords, c'est extrêmement difficile. On l'a vu. Et donc, on peut pas nous accuser de fermeture, de radicalisme politique, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais moi, j'ai signé ces accords-là pour des raisons précises, pour des raisons de rééquilibrage. On avait appelé entre Nouméa, entre Matignon et Oudinot, on avait enrichi l'accord de ce qu'on a appelé des mesures de décolonisation. Et donc, quand on fait le bilan après 30 ans, après 10 plus 20, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit positif pour nous, mais on y reviendra sans doute pour revenir donc au référendum d'autodétermination du 4 novembre, appelé autodétermination. Pour nous, c'était un échec. Le rapport d'ailleurs 57-43% le prouve bien. Donc les raisons dont j'ai parlé ont amené ce résultat. Donc nous qui sommes à l'origine, qui avons signé les accords pour un référendum d'autodétermination à l'issue de ces accords, nous on dit que c'est un échec. Après, chacun n'a pas la même lecture. C'est sûr que vis-à-vis des militants, il y a beaucoup qui préfèrent dire, c'est un grand succès. Je vois pas comment ça peut être un succès si on n'a pas la majorité. Alors, les responsables des partis indépendantistes disent non seulement que c'est un succès, mais ils disent aussi aujourd'hui que la victoire est possible le 6 septembre pour le deuxième référendum. Et vous, là non plus, vous n'y croyez pas pour les mêmes raisons. Écoutez, les mêmes raisons donneront les mêmes résultats. Maintenant, en ce qui nous concerne, à travers ce congrès, d'ailleurs, on l'a vu, le débat, il est ouvert. Même si nous, l'année dernière, on avait convoqué un congrès extraordinaire qui a donné des raisons précises et les résultats ont confirmé que l'analyse du Parti travailliste était juste, le débat demeure. Le débat demeure parce que les gens se sentent profondément nationalistes et on vit de cette indépendance. Donc, quand vous essayez d'expliquer que ces raisons-là qu'on a évoquées tout à l'heure vont amener ce genre de résultat, c'est difficile pour les gens de l'admettre parce que voilà quoi, c'est le rêve, l'indépendance pour ceux qui sont colonisés. Et donc, malgré cela, il y a une volonté d'y aller. Donc, sur cette question qui fait débat aujourd'hui, même chez nous, on a décidé de convoquer une convention pour trancher la position du Parti travailliste. Et cette convention, compte tenu donc des échéances, les fêtes de fin d'année, les élections municipales, donc on a décidé qu'elle se tiendrait après les élections municipales, mais au plus tard 3 mois avant le référendum du 6 septembre. Alors, pour le premier référendum, vous aviez fait un congrès extraordinaire et vous aviez distribué un questionnaire auprès de vos militants, de vos adhérents. Là, quelle va être votre méthode de décision et quels sont les éléments qui vont peser dans la décision ? Là, on sort d'un débat. Ça a été un thème du congrès. Il a eu lieu pendant le congrès, le débat. Oui, ça a commencé pendant le congrès. Donc les gens disposent des éléments de débat, puisque déjà on avait donné les éléments pour que ce débat puisse s'engager. Donc les gens sont repartis avec ça et je pense qu'il y a des coordinations qui vont se réunir rapidement. Et voilà, le débat il est déjà ouvert dans nos comités communaux, chez nos militants. Et cette convention servira donc finalement à ce que chacun revienne avec les différentes analyses et nous prendrons la décision à ce moment-là. Mais le Parti travailliste a quand même payé assez cher son appel à la non-participation au premier référendum. Ça s'est vu dans le résultat peut-être des élections provinciales, ça s'est vu dans l'attitude des autres partis indépendantistes à votre égard. Vous regrettez pas finalement cette décision ? Ah non, on regrette pas. On regrette pas parce que il faut avoir de l'honnêteté en politique. Et nous, notre analyse, comme je viens de le dire, elle a été prise dans un congrès. On a été le seul parti à convoquer un congrès extraordinaire pour prendre une décision après réflexion. Donc, pour nous, c'est une décision qui est juste, c'est une décision qui est sincère, qui est conforme à notre analyse. Après,
il est évident que en tout cas, en particulier les partis du FLNKS, et puis bon, après vous avez les autres partis autour, mais qui n'ont pas fait autant de réactions que c'est les partis du FLNKS. Eh bien, ils ont réagi. On a vu, moi j'ai vu des propos, j'ai vu des écrits, j'ai entendu des propos, j'ai vu des écrits où il était carrément dit que, eh bien, la position du Parti travailliste, ça équivaut à dire non à l'indépendance. Donc, vous savez, le militant de base, il n'a pas les éléments de réflexion que l'on dispose en tant qu'on est engagé politiquement. Et donc, ces personnes-là qui sont des responsables politiques, qui tiennent ce genre de discours, évidemment, ça sert à manipuler la base. Mais donc, bien sûr, l'année dernière et dans les élections qu'on a vues cette année, on a vu les résultats, les conséquences pas de notre position, les conséquences de la campagne contre la position du Parti travailliste. Mais cette campagne-là, elle a pu marcher l'année dernière, elle va peut-être marcher encore cette année-là. Mais moi, j'ai dit aux militants du Parti travailliste, le rendez-vous, c'est après 2022. Si après 2022, le résultat il est toujours négatif, ceux qui en prenaient le oui, malgré tout, il faudra qu'ils rendent des comptes à ce moment-là à la population qui, elle, croit à l'indépendance et qui a été entraînée dans un processus qui n'a pas donné l'indépendance. Donc, ils ont beau jeu de manipuler, bien sûr, et on a vu les conséquences. Peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a un débat interne, parce que les gens le vivent mal, ça. Les gens de chez nous le vivent mal. Et donc, voilà. Mais on ne regrette pas notre décision. Elle est sincère. Et en tout cas, aujourd'hui, le débat, il est ouvert. Et comme le corps électoral ne va pas changer d'ici, même s'il y a eu une petite modification et que les natifs de droit commun ne sont pas inscrits automatiquement, les conditions seront à peu près les mêmes pour le deuxième référendum. Vous, à titre personnel, vous avez déjà arrêté votre position et est-ce qu'on peut vous la demander? Est-ce que vous pensez que vous devez participer ou appeler de nouveau à la non-participation? Ma position n'est pas arrêtée et je considère que je n'ai pas le droit de donner ma position tant que le parti dont je suis le président n'a pas débattu et n'a pas pris position. Donc voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Maintenant, dans mon discours d'ouverture, j'ai évoqué cette éventualité que malgré le fait que les mêmes conditions étant réunies, les mêmes résultats sera là, peut-être que le parti pourrait envisager, pourquoi pas, de participer. Pas de participer pour, comment dire, en tout cas, j'avance un peu dans le débat, pour faire croire qu'on va gagner. Non, mais pour affirmer la volonté d'indépendance de notre part. Mais ça suppose que j'ai assujetti donc cette éventualité à une proposition de rassemblement. Il faut que cette revendication d'indépendance, elle soit portée ensemble par tous. Et donc voilà, j'ai lu dans la presse que on avait conditionné une éventuelle participation à l'abandon par le FLNKS d'un engagement pour une indépendance avec partenariat. Voilà, le débat il est posé et on est en attente. On n'est pas les seuls, hein. Vous savez, il y a beaucoup de structures en dehors du FLNKS qui sont en attente d'un rassemblement. Excusez-moi. Moi, à l'époque, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé pour que le FLNKS soit le représentant du peuple kanak. Aujourd'hui, il y en a qui utilisent le FLNKS. J'ai utilisé des termes comme cadenassé, instrumentalisé, mais qui n'étaient pas là quand on a créé le FLNKS. Et donc, le FLNKS doit rassembler, a vocation à rassembler. Et donc, si la perspective d'évolution est recherchée aujourd'hui, elle doit être portée par l'ensemble, et le FLNKS doit jouer un rôle moteur. En tout cas, c'est un membre fondateur qui le dit. Maintenant, on a vu ces dernières années, depuis 2015, on a encore vu aux élections provinciales de cette année, alors qu'on pouvait faire un rassemblement en province sud, faire une seule liste unitaire, et peut-être qu'on aurait pu par là gagner le Congrès et gagner le gouvernement. Eh il y en a qui n'ont pas voulu le faire parce que les intérêts partisans ont primé sur l'intérêt général.
Donc voilà. On vous soupçonne aussi de vouloir faire un FLNKS bis avec d'autres partis qui ont émergé ces derniers temps, le mouvement nationaliste et indépendantiste et d'autres. À côté du FLNKS, est-ce que vous avez cette tentation de coordonner d'autres mouvements indépendantistes ? Vous avez entendu ce que je viens de dire à l'instant. Donc c'est non, pour vous, c'est le FLNKS qui doit rassembler tout le monde aujourd'hui. Le FLNKS a cette vocation-là. On l'a voulu comme ça quand on a créé cette structure-là. Elle a cette vocation-là. Maintenant, si elle persiste à vouloir rester, à vouloir rejeter les autres, pas à s'isoler. En fait, le FLNKS vit dans une sorte de rejet des autres structures. Donc, en tout cas, les autres structures se retrouvent, discutent. On l'avait vu avec le Rhin. Le Rhin est né pourquoi ? Le Rhin était né parce qu'en 2015, il devait y avoir un congrès à Saint-Louis d'ouverture du FLNKS. Au dernier moment, ils ont refermé. Et donc, ceux qui n'ont pas pu, qui étaient là et qui voulaient donc participer à la situation politique, et ils se sont retrouvés dans le Rhin. Le Rhin, la limite du Rhin, ça a été le positionnement par rapport au référendum de 4 novembre 2018. Donc, il y en a qui étaient partisans pour y aller. Le Parti travailliste, par exemple, avait appelé à la non-participation, ce qui fait que le Rhin a trouvé ses limites à ce moment-là. Mais aujourd'hui, entre-temps, il y a le MNIS qui est né, un MNIS avec qui nous avons des contacts et qui ont une vraie valeur nationaliste, une vraie valeur politique dans les analyses, dans les propos. Avec d'autres militants qui étaient dans des partis du FLNKS et qui aujourd'hui sont dans d'autres responsabilités, proches du Sénat coutumier par exemple. Eh bien, les gens se retrouvent. On a fait un séminaire ouvert au mois d'octobre. Beaucoup de gens sont venus. Il y aura un autre séminaire qui est prévu au mois de janvier. Donc, les gens ont la volonté de se retrouver et les gens sont en attente d'un rassemblement qui serait fait au-delà même de ce que nous sommes, quoi. Et donc ça, c'est le FLNKS qui peut le faire. Ils ont un congrès, je crois, demain, donc on verra ce qu'ils vont décider. Vous allez surveiller ça de près, et notamment leur engagement. Alors vous leur reprochez, vous souhaitez que le FLNKS abandonne son engagement pour une indépendance avec partenariat. En fait, c'est le Palika qui est engagé. L'UC est plus proche de vous sur ce plan-là. Vous vous sentez plus proche de l'UC, qui prône plutôt une indépendance pleine et entière. Vous savez, ma crainte, c'est que, parce que je l'ai vécu pendant toutes ces années où j'étais dans les institutions, où j'ai participé dans ces discussions, notamment dans quelques comités des signataires, c'est vrai que les positions ne sont pas les mêmes. Mais à chaque fois qu'on s'est retrouvé au comité des signataires, le Palika, à chaque fois qu'ils ont pris une position, l'UC s'est aligné derrière, le groupe UC-FLNKS dont je faisais partie. Et donc, fallait quand même qu'on donne cette position-là. L'indépendance avec partenariat, c'est une hypothèse évoquée par les experts métropolitains qui ont travaillé sur l'avenir institutionnel du pays et ont proposé différentes éventualités. Il y en a 4. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que ceux qui prônaient hier l'indépendance kanak socialiste révolutionnaire, c'est ceux aujourd'hui qui prônent le partenariat avec, et qui n'avaient pas de mots assez durs pour les partis, les autres partis, les vieux, tout ça, qui eux étaient proches de l'autonomie interne, voulaient discuter, tout ça. Ils étaient à chaque fois, ils étaient flambés par les révolutionnaires. Et aujourd'hui, je dis le paradoxe, c'est ceux-là même qui aujourd'hui crient au partenariat avec l'État. Bon. Je pense que c'est une manière de reconnaître quelque part un échec politique par rapport aux positions initiales. Mais ça, c'est leur responsabilité. Alors, vous avez d'autres qui, malgré ces difficultés, malgré tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et l'absence de vigilance sur les flux migratoires. Moi, je voudrais revenir d'un mot, toucher un mot là-dessus.
nous, quand on est on appelé à la vigilance sur les flux migratoires, c'est d'ailleurs un peu comme ça que l'accord de Nouméa a été conçu, parce que dans les comités de suivi entre les premiers accords et pour déboucher sur l'accord de Nouméa, dans les comités de suivi, on avait alerté plusieurs fois sur la nécessité de protéger l'emploi local. Et surtout de faire attention à ce que on ne soit pas trop minorisé par une immigration trop importante. Il y a un emploi local, les textes ont été adoptés. Je vais juste vous demander, me laisser terminer là-dessus. Quand on prend les réactions au niveau Europe, au niveau européen, par rapport à l'immigration, et les gens ont une réaction, les responsables de ces pays-là ont une réaction de protection par rapport à ce qui peut arriver de l'extérieur. Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait normal aussi ici dans notre pays que l'on se projette. Alors, il se trouve que la très forte immigration qui se passe ici, elle est française. Alors, évidemment que ça intéresse les partisans de maintien dans la France, parce que ce sont des gens qui, à un moment donné, vont voter de toute façon. Puis elle est pas si forte que ça, ce que vous appelez immigration. Le nombre de métropolitains qui viennent s'installer en Calédonie, il y a quelques années, peut-être, en raison du contexte économique, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, quand même. Oui, mais vous avez un tableau annexe électoral il y a plus de 40 000 personnes. Oui. Donc, ça, c'est la réalité de ce qu'on avait toujours. Parce qu'il va être débloqué un jour. Selon vous, il va être débloqué un jour, ce tableau annexe. Ah, j'espère pas. J'espère pas, parce que ça voudra dire que nous on sera noyé dans une masse électorale que je qualifierais de non légitime, parce que faut pas oublier d'où on vient dans ce pays ensemble. Faut pas oublier ça. Et vous savez, les gens qui sont venus après les accords, ils sont venus pourquoi? Parce que l'accord a généré un développement économique très important, avec des flux financiers importants de l'État. C'était un peu une condition sine qua non aussi des accords, que l'État finance un peu le rééquilibrage et tout. Donc, les gens, ils sont venus dans ce pays parce que ils recherchaient un mieux-être économique et social. Mais ils n'ont pas l'histoire du pays. Ils n'ont pas le vécu, les souffrances, ce que pudiquement on a appelé les ombres dans l'accord de Nouméa. Mais ils n'ont pas non plus apporté les lumières, puisque les lumières, c'est d'autres qui les ont apportées, à commencer par les missionnaires. Donc les gens sont venus ici par intérêt. Par intérêt, je parle de ceux qui sont venus après les accords, parce que voilà, et ça continue d'ailleurs, on le voit très bien. Alors ça pousse comme des champignons partout, les promotions immobilières, etc. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Beaucoup de gens s'y retrouvent, sauf que il s'agit de l'avenir du pays, et l'avenir du pays doit concerner d'abord ceux qui ont le passé commun. Et le passé commun, et c'est pour ça que ouvrir demain le corps électoral à ceux qui sont arrivés après par intérêt ou je sais pas par quelle volonté, vous savez, les gens ils recherchent toujours un meilleur ailleurs. Là, les gens bénéficient quand même de ce que nous avons voulu signer, mais ce qu'on a signé, et là c'est un signataire qui le dit, moi j'ai signé, et je pense que c'est le cas de beaucoup de ceux qui ont signé, on a signé pour corriger une situation qui existait et qui a amené les événements. Ça, faut jamais l'oublier, ça. Donc, alors après, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. On a une jeunesse qui ne se retrouve plus, qui se révolte, qui fait peut-être des bêtises, mais c'est un mal-être qui se manifeste. Et nous, on n'a pas signé les accords pour que le mal-être s'installe dans notre jeunesse. Alors, il faut connaître le passé, d'accord, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir? C'est tout de même ce qu'on a envie de vous demander, puisque vous partez du principe, en gros, que les 3 référendums ne vont pas aboutir à l'indépendance. C'est à peu près l'analyse que vous faites. Alors, comment est-ce que vous voulez y aboutir? Quelle est la solution pour vous pour sortir de ce processus? Il faudra bien sortir un jour. Les accords de Nouméa ont été signés pour 20 ans. Oui, tout à fait. Tout à fait. On aurait pu en sortir dès 98, si on avait respecté les premiers accords et puis qu'on avait fait le référendum de 98. Donc, Jacques Lafleur a très bien joué à ce moment-là, puisque ça a été le premier à dire c'est un référendum coup près, il y aura forcément les mêmes vaincus, les mêmes vainqueurs, etc. Vous n'auriez pas eu la majorité non plus à ce moment-là, en 98. Donc, on se souvient très bien. Et puis voilà, donc chez nous, il y en a qui sont précipités pour aller signer. Un grand artisan, je dirais, un artiste pour
pour amener à chacun ce qu'il veut. Voilà, Alain Christnacht, qui a été le rédacteur en chef de ces accords, et il a su trouver les mots pour que voilà les indépendantistes voient dans cet accord quelque chose de bien. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi ça n'aurait pas été un bon accord? Il se trouve que c'est l'après-accord qui n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas été vigilants, Vous avez contesté l'accord dès le début, l'accord de Nouméa. Bien sûr, parce qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas garanties, et on l'a vu par la suite, parce que on a fait des choses selon une situation. Et nous, on représente aussi à notre manière cette situation-là. Et vous savez, quand on a créé l'USTKE, la première revendication de l'USTKE, à l'époque du STKE, puisque en 81, on a appelé notre syndicat le STKE, c'était la priorité d'emploi au Kanak. Ça, c'était sur la plateforme revendicative qu'on avait créée pour amener à la création de ce nouveau syndicat. Le premier point, la première revendication, c'était la priorité d'emploi au Kanak. Pourquoi? Mais parce qu'on faisait le constat que partout, les Kanaks, ils étaient absents. 2019, vous savez, les Kanaks, ils sont un peu présents dans les mines, un peu présents dans les provinces. Mais là où il y a le bassin d'emploi à Nouméa, il y a beaucoup de diplômés, il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui Kanaks. Grâce aux accords et grâce à ces mesures que nous avions qualifiées de décolonisation, mesures de rééquilibrage, pour que les gens se préparent justement à pouvoir assumer des responsabilités. Mais vous savez, les Kanaks n'ont pas été les seuls à en bénéficier, puisque Tukumuli, qui est docteur en mathématiques, reconnaît qu'il est passé par le Juvena, etc., formation cadre avenir. Donc, vous voyez, on a fait du bien pour tout le monde, mais pas seulement les Kanaks, aussi ceux qui ont signé les accords. Ma question, c'était comment on en sort, puisque vous pensez que les référendums d'autodétermination ne vont pas apporter une solution et ne vont pas en tout cas apporter la réponse que vous attendez. Vous proposez quoi? Chacun est interpellé par cette responsabilité qui est celle de tout le monde, en particulier de ceux qui ont engagé le pays dans ces accords. Hein. Et il faudra, le moment venu, qu'on trouve la solution. La solution va être difficile à trouver. Hein. La solution aurait pu être à travers le référendum, mais 3 référendums, s'il n'y a pas le oui, ça ne supprime pas la revendication d'indépendance. Comme on le sait, vous le savez très bien depuis le temps. Donc, il faudra à ce moment-là, je ne veux pas anticiper parce que quelle sera la situation à ce moment-là, on ne le sait pas. Tâchant de tirer les leçons de cette situation qui est présente depuis déjà un certain nombre d'années, et on verra à travers les prochains référendums. Je pense qu'il y a 2 rendez-vous qui vont être importants, ce sont les prochains référendums, et on verra comment on va sortir de ça. Et c'est la situation, elle est là, on le voit bien d'ailleurs, la situation de crise latente, il y a plus rien qui se fait et tout, ça touche beaucoup le pays, on le voit d'ailleurs au plan économique, et faudra trouver la solution. Alors Pierre Frogier, qui est signataire, lui aussi, alors de Matignon et de Nouméa, a fait une proposition récemment. Il fait une analyse, vous avez des convergences dans vos analyses sur le fait que c'est une impasse, sur le fait que lui aurait voulu éviter les référendums. Il propose aujourd'hui une différenciation provinciale en considérant que chaque province a une volonté différente, une façon de vivre différente, des revendications différentes. Est-ce que ça pourrait être une solution pour vous, signataire historique? Est-ce que vous comprenez et signataire de Matignon notamment, vous connaissez le poids des provinces? Est-ce que ça peut vous intéresser, cette différenciation provinciale? Connaissant Pierre Frogier et son engagement politique, je comprends sa proposition. Mais j'y adhère pas dans le sens où on est un seul pays et... Il parle pas de partition, lui, Ouais. Il a rajouté un peu de velours sur la proposition, mais on est un seul pays et si on avait travaillé dans ce sens-là dès le départ, on aurait peut-être partagé les infrastructures, les équipements, tout ça là. Aujourd'hui, tout est concentré en province sud.
Parce que on a toujours considéré que c'était un seul pays, Nouméa c'était la capitale, et donc ça ne posait pas de problème que l'aéroport, le port, même si historiquement c'était déjà là, mais si on partait dans l'idée qu'un jour pourrait y avoir une certaine différenciation, appelons-le comme ça, je pense qu'à un moment donné, on aurait préparé le pays à ça. Or là, aujourd'hui, on va dire que c'est un entonnoir qui amène tout vers la province sud et le Grand Nouméa. Donc, on ne peut pas exclure cet endroit-là du reste du pays, hein, et on a su dans le passé trouver les solutions. Moi, pour l'avoir vécu personnellement, hein, au sein du mouvement indépendantiste, il a fallu faire les efforts pour que on puisse se sortir de la situation dans laquelle on se trouvait. Ça n'a pas été simple. D'ailleurs, on l'a vu par la suite, hein. Mais je pense que comme on a su le faire parfois à Paris, lorsqu'on était un peu dans l'impasse, on s'est retrouvés tout seuls, les gens du pays, en bilatéral, et on a discuté. À un moment donné, c'est ce qu'il faudra faire. Aujourd'hui, on discute par médias interposés, on discute par États interposés. Il faudra un jour que les gens du pays décident de s'asseoir ensemble et de discuter. Je pense qu'on trouvera la solution. Mais tout ça pour éviter donc comment il a appelé ça, Pierre Différenciation provinciale. Différenciation provinciale. Vous vous y habituerez, ça va rentrer. Vous ne croyez plus au destin commun? Vous y aviez cru un moment, et vous pensez qu'aujourd'hui, les 30 ans qui ont passé ont prouvé que c'était impossible? Ah, très vite, j'ai déchanté par rapport à ça. Ouais, très vite. Moi, je le répète, hein, je suis un signataire des accords, donc à partir de là, on a engagé notre confiance. Mais moi, la particularité que j'ai toujours par rapport aux autres responsables politiques indépendantistes, c'est que moi, j'étais à la tête d'un syndicat. Et le syndicat, il était au cœur des problèmes, et au cœur des constats qu'on faisait dans les sociétés, dans les entreprises, dans les services publics, où on s'est rendu compte très rapidement que ces questions de rééquilibrage n'étaient pas du tout prises en compte. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu une sorte de colloque qui s'est fait dans le monde social. Le rééquilibrage, c'était quasiment un gros mot, quoi. Moi, j'ai entendu un patron dire nous, on s'est pas engagé dans le rééquilibrage parce que c'est de la discrimination. Il faudrait savoir s'il y a eu des accords ou pas, quoi. Et il y en a qui, les accords, c'était bien, ça ramenait la paix, ça ramenait des sous. Après, le reste, surtout pas, on touche à rien. Mais ça dure depuis longtemps. Et résultat des courses aujourd'hui, ces jeunes qui devaient être en train de travailler, qui devaient être en train de faire des études, ils sont dans la rue, et puis on les condamne. Le CONEST, il est là pour le prouver. Mais c'était pas ça, ce qu'on avait voulu quand on a signé les accords. Donc, pour moi, c'est de l'abus de parler de destin commun, parce qu'il y a pas dans la réalité. Et vous souvenez-vous, quand les experts, ils sont venus et qu'ils ont donné des bilans, le bilan sur le rééquilibrage, c'est quoi? Échec. C'est pas le CANA qui le dit, c'est les experts métropolitains. Donc, l'échec se retrouve dans la société et ça devient visible par tous les problèmes que l'on rencontre. Et c'était pas ça qu'on voulait. Donc, moi, ça m'est difficile d'aller dans le sens de dire, il y a un destin commun. Non, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de pseudo. C'est peut-être je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, dire qu'il y a destin commun, c'est pas la réalité. Mais il y a une volonté de vivre ensemble. C'est pas exactement la même chose. Oui, mais si ça reste que de la volonté exprimée, puis que dans les faits, on ne crée pas les conditions. Alors, les conditions de quoi? Les conditions d'un bien-être. Parce que vivre ensemble, on peut pas dire on vit ensemble si chacun est de l'autre côté de sa barrière et puis que, si l'autre il sort la tête, on sort le calibre 12. Non, ça c'est pas le vivre ensemble, ça. Il faut que les gens aient de l'harmonie et c'est pas le cas, hein, c'est difficile. Alors c'est vrai que nous on se retrouve, moi j'ai de la famille, beaucoup de familles métisses, moi, j'ai pas de problème de barrière. Moi, je suis né à Nouméa, j'ai grandi à Nouméa. Mes premiers copains, c'était des petits caldoches. Donc, moi, j'ai pas de problème. Mais la réalité qu'il y a autour de moi,
moi, au niveau de ma famille kanak et au niveau de notre peuple kanak en général, c'est difficile. Hein. Les gens ici, c'est cloisonné. Ici, c'est cloisonné. Et donc, il faut faire les efforts pour surmonter les cloisons, surmonter les barrières. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, sans parler de destin commun ni de vivre ensemble. Le temps passe, M. Kotré-Régaï. Un constat, vous avez abandonné vos mandats électifs. Est-ce que vous le regrettez? Et est-ce que vous pensez pouvoir encore peser sur la vie politique sans mandat électif? Vous avez l'air, en tout cas, de continuer à vouloir vous engager. Ah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit quand... Vous savez, moi, j'étais engagé dans le débat politique avant d'être élu. Depuis 69, je suis engagé j'ai un engagement politique depuis les Foulards Rouges et j'ai été élu qu'en 2009, soit 40 ans plus tard. Et parce que pour moi, l'expression politique, c'est pas seulement dans les institutions, c'est y compris dans les institutions, mais c'est pas seulement dans les institutions. Alors là, cette démission, pourquoi elle est arrivée? Parce que compte tenu d'un projet d'alliance qui n'a pas pu marcher aux îles Loyauté, j'avais donc promis pendant la campagne que si on n'avait que 2 élus, je démissionnerais pour permettre à un jeune d'Ouvéa, un jeune de Yaï, d'accéder, à l'institution provinciale. En plus, c'était un jeune de Gossana, c'était le président de notre comité communal d'Ouvéa. C'est ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de regret. Moi, je me sens toujours capable de défendre les choses à la province ou au Congrès. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une parole. Ça, c'est très important pour moi. Et donc voilà, c'est abandonner le mandat d'élu, c'est aussi abandonner la rémunération d'élu. Mais moi, j'ai pas fait de la politique pour vivre. J'ai fait de la politique pour des convictions politiques. Et donc c'est sans regret, et si demain une nouvelle situation, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc moi je me sens encore capable, même si de plus en plus on avance en âge et que voilà les limites vont arriver d'elles-mêmes. Et on attend en tout cas le mois de avril-mai pour connaître la position du Parti travailliste sur le 2e référendum. Votre prochaine convention? Ah ouais, par là, ou peut-être au plus tard, au mois de juin, mais on donnera donc la position à ce moment-là. On se réserve d'abord pour les municipales, puisqu'on a décidé d'aller aux municipales, en laissant bien sûr à nos comités communaux, à nos responsables des coordinations, de mener la stratégie pour les municipales, sur des alliance listes, par alliance, voilà. Sur des listes où il y aura des listes sous votre étiquette, ou à chaque fois ce sera des listes tout va dépendre de ce qui va se décider à l'endroit concerné, quoi. Eh bien, nous suivrons tout cela et nous aurons l'occasion d'en reparler. Louis Kotré-Régaï, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens à votre invitation. Merci.